Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue dans votre émission Ecopole, diffusée chaque mercredi aux environs de 22h15. C'est la chaîne de télévision, Kanaki Télévision, et la rediffusion, c'est le jeudi, cette fois-ci, à 11h. Toujours sur la même chaîne, Kanaki Télévision, la télé-vérité. Votre émission de ce soir, Ecopole, reçoit M. Joe Ilunga. Il est porte-parole adjoint du parti URCO, Union pour la réussite du Congo. Avec lui, nous allons devoir parler d'abord de ce parti, et puis nous allons parler de la République démocratique du Congo en ce qui concerne l'actualité. Merci à tous les internautes qui nous suivent à travers la chaîne YouTube de Kanaki Télévision au niveau de Londres. Michael Sassa, merci à vous tous qui nous suivez au niveau du Congo profond. Merci pour la confiance. Nous sommes là encore une fois pour parler de la République démocratique du Congo, ce patrimoine au commun. Monsieur Joe Ilunga, bonsoir. Merci encore une fois pour cette deuxième fois dans cette émission. Je suis très heureux de revenir pour une deuxième fois. Pour une première expérience, c'était magnifiquement bien. Merci. Quand vous m'avez lancé l'invitation de revenir, je n'ai pas hésité parce qu'il y a toujours de la matière. On a des choses à partager avec des millions de Congolais qui nous regardent. Je rappelle que vous êtes le porte-parole adjoint du parti URCO. Comment ça se fait? Comment évolue le parti, les activités? La dernière activité, c'était quand? Comment ça se passe au niveau de votre parti? Le parti va très très bien, le parti se porte bien. Déjà, nous, on ne parle jamais des activités vraiment dans le sens où les gens, où la politique congolaise nous amène, c'est-à-dire être sur terrain, distribuer telle chose. Nous, les activités, c'est au quotidien que nous vivons cela. Parce que nous respectons justement le rôle d'un parti politique qui est au-delà d'avoir des activités liées, entre guillemets, au social, mais également avoir un penchant vers la formation. Nous avons le devoir de former la population. Nous devons ensemble, nous faisons toujours notre mieux pour pouvoir apporter les informations, le vrai auprès de la population. Certes, il y a de la télévision, il y a de la radio, il y a certains médias en ligne Vous avez qui peuvent omis bien... de mentionner l'autorité morale qui est... Et Simon Ikamba, Voilà. le président national qui nous regarde depuis quelque part. Voilà, donc nous faisons de notre mieux pour pouvoir être très proche de la population. Les activités du parti, nous, c'est au quotidien que nous fonctionnons. Nous formons la population, nous discutons avec la population sur plusieurs questions liées surtout à l'actualité. Parce que les fake news, la désinformation, c'est quasiment tous les jours que nous vivons avec, surtout chez les petits peuples qui n'arrivent peut-être pas à mieux comprendre certaines actualités où certains politiciens en profitent également pour tirer leur épingle du jeu par rapport à certaines informations erronées. Nous le faisons notre mieux pour être là. Vous le faites à travers les descentes, les ateliers. Comment Nous vous avons, faites? nous Parce sommes que j'imagine parmi- que vous êtes un parti national. Nous sommes un bien parti implanté national. dans la capitale. Déjà, pendant que nous sommes en train de parler, je dois rappeler qu'il y a une forte délégation de notre parti qui est allée dans 3 provinces, la province du Kwilu, la province de la Kwango et le Maïndomé, pour pouvoir installer le parti, expliquer l'idéologie du parti et son fonctionnement. Il y a également une autre délégation qui a pris son avion l'après-midi pour pouvoir aller dans le Grand Sankourou, pour pouvoir justement continuer ce grand travail que nous avons commencé, parce que bientôt nous allons inaugurer notre siège au niveau de la province du Sankourou, dans plusieurs territoires également, par exemple à Lomela. En termes de superficie, Lomela, c'est 3 fois le Rwanda. Donc vous vous préparez déjà aux échéances de 2023, j'imagine, où vous allez mettre les candidats à tous les niveaux, j'imagine. Bien sûr, nous sommes très ambitieux. Nous sommes un parti des entrepreneurs, nous sommes un parti jeune, nous n'avons pas un seul député, nous n'avons pas un seul ministre, mais nous fonctionnons quand même. C'est de là que réside notre magie. Certaines personnes se posent la question... Avec des partenaires extérieurs. Nous n'avons aucun partenaire extérieur. Nous sommes un parti des entrepreneurs. La plupart d'entre nous, c'est des gens qui œuvrent dans leurs propres entreprises. Les petites et moyennes entreprises. Dans les petites et moyennes entreprises, commençons par notre président national. C'est quelqu'un qui est dans les affaires depuis très jeune. Déjà du point de vue de son âge, nous ne le cachons pas, c'est quelqu'un qui a moins de 35 ans. Donc c'est quelqu'un qui nous ressemble. C'est pourquoi, quand on se retrouve dans les milliers de jeunes, nous n'avons pas du mal à nous imposer, nous n'avons pas du mal à transmettre les informations, parce que nous savons comment nous fonctionnons, nous savons comment les jeunes fonctionnent, nous savons que veut cette population-là. Voilà pourquoi, à chaque fois qu'il y a une descente sur terrain ou soit des manifestations populaires, il y a toujours des mouvements de liesse. Mais au-delà des manifestations populaires, dans le cadre des écoles, parce que nous avons une école du parti qui forme la population. Nous faisons du porte-à-porte. Je ne sais pas s'il y a un seul parti politique ici en République démocratique du Congo qui réussit à le faire. Dans les 24 communes ou dans une commune? Dans l'ensemble de la République démocratique du Congo. Nous sommes un parti national. Nous faisons du porte-à-porte. Juste une petite question. Avec toute cette marmaille des partis politiques, comment vous faites pour vous retrouver? Est-ce que vous avez votre place? Vous dites que vous avez des idées aussi à donner, que ce que
les autres ont fait, il y a encore des limites que vous pouvez apporter plus. Comment vous faites pour? Nous ne sommes pas un parti de trop, contrairement à ce que certaines langues pourraient penser ou certaines personnes pourraient dire. Nous ne sommes pas une partie mallette. Déjà, nous fonctionnons, je l'ai dit tout à l'heure, nous fonctionnons quasiment tous les jours. C'est-à-dire, nous faisons un peu comme nos frères témoins de Jéhovah, nous faisons du porte-à-porte pour pouvoir échanger avec certaines personnes, avec certaines couches de la population qui ont été très déçues par rapport au fait de parler politique dans ce pays. Vous savez, vous conviendrez avec moi que parler politique dans ce pays, pour certaines personnes, c'est déchirer un tout petit peu. Mais nous faisons de notre mieux pour discuter politique, parler politique. Vous savez que dans notre pays, il y a des années, plusieurs années avant, on ne pouvait pas discuter politique dans un taxi-bus. Aujourd'hui, grâce au président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui a réussi à assainir un peu la liberté d'expression, qui a réussi à permettre à tout le monde de pouvoir s'exprimer, c'est ce qui nous a permis justement aujourd'hui de pouvoir échanger avec un très grand nombre de la population. Nous ne sommes pas un parti de trop, nous avons notre touche à nous. Nous sommes très ambitieux, les élections font partie... Vous avez combien d'années déjà? Nous aurons 3 ans dans pratiquement 7 mois. Vous allez commencer la politique, je pars du parti, directement dans la marmite de la majorité présidentielle au sein de l'Union sacrée. Pourquoi n'avez pas tenu l'opposition? D'abord, regarder, réfléchir, apporter des solutions, au lieu d'aller directement où on est en train de préparer la sauce avec beaucoup d'erreurs par moment. Déjà, la plupart d'entre nous, la plupart des jeunes avec qui nous partageons la même vision, la même idéologie au sein de l'Union pour la réussite du Congo, la plupart ont été tshisekidistes. Nous avons partagé la même vision. Nous faisons partie de la jeunesse qu'on a fusillée pendant des années. Nous faisons partie de la jeunesse qu'on a fouettée pendant des années. Nous faisons partie de la jeunesse qui a réussi à avaler des gaz lacrymogènes dans les différentes rues à Kinshasa. Quand nous parlons de tshisekidisme, nous ne parlons pas d'être tshisekidiste parce que Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo est aujourd'hui à la tête de la RDC. Non, c'est l'esprit. Nous avons marché avec lui. C'est quelqu'un qui a mangé la politique avec nous. C'est quelqu'un qui a respiré la politique avec nous. Même si vous n'avez pas de poste, vous êtes toujours derrière lui. Non. En tout cas, la vision première, c'était pas la politique. C'était pas le pouvoir. C'était pas la conquête des postes. Et pourtant, en politique, quand on arrive, c'est pour dirigeant. Bien sûr, mais nous avons une conscience. Nous avons aussi une conscience et un héritage à laisser. Que le temps viendra. Que le temps viendra. Avec le temps, le pouvoir va arriver. Mais qu'est-ce que nous allons laisser à la population? C'est bien beau de dire que voilà, nous sommes de telle ou telle autre obédience, mais après nous allons passer. Mais qu'est-ce que nous allons laisser auprès de la population? Nous avons toute une histoire. L'histoire de l'URCO est attachée à l'histoire d'Étienne Tshisekedi. Parce que nous avons marché avec ce patriarche, ce monument de la politique congolaise. C'est quelqu'un qui nous a appris que vous pouvez faire de la politique sans forcément toucher à un rang de l'État. Faire de la politique ne veut pas forcément dire vous devez occuper un poste dans le gouvernement. Parce que vous n'êtes pas encore aux affaires. Vous le dites facilement. Les autres l'ont fait avant vous, ils ont eu ce même discours, non? Vous savez, mais après, si les il y a eu beaucoup de contradictions dans la gestion de ces personnes. Ils se sont contredits. Voilà encore un argument de plus pour pouvoir nous faire confiance. Parce que nous allons faire ce que nous sommes en train de dire. Déjà, nous vivons. Nous avons un siège à Kinshasa, nous avons un siège à Lodja, nous avons un siège à Lomela, nous avons un siège que nous sommes en train d'installer dans le Kwango, dans la province de Maïdombe ou dans la province de Kwilu. Et toutes ces parcelles sont achetées avec l'argent du parti. Voyez-vous? Donc déjà pour nous, nous ne venons pas dans la politique pour se taper de belles voitures, parce que déjà nous faisons partie de cette crème de la population aujourd'hui, de la jeunesse qui vit de ses propres moyens. Nous vivons avec nos propres moyens. Joe Ilonga, je rappelle que vous êtes porte-parole national adjoint du parti URCO, l'Union pour la réussite du Congo. Vous êtes très jeune, vous êtes gens politique. Vous avez évoqué que dans le passé, il y a eu beaucoup de frustrations au niveau de la République démocratique du Congo, surtout en politique. Les jeunes sont très déçus, très fatigués. Ils ont l'impression d'être chosifiés, qu'on les a abandonnés. C'est-à-dire la jeunesse à l'époque était utilisée simplement quand il y avait des marches, quand il y avait une activité sur terrain,
quand il y avait voilà une activité populaire où chaque parti politique avait forcément besoin de pouvoir démontrer cette force, c'est en ce moment-là qu'on faisait appel à la jeunesse. C'est en ce moment-là qu'on continue à faire appel à la jeunesse. Et nous, en tant que jeunes, nous nous disons, nous n'avons pas forcément besoin aujourd'hui de laisser nos frères continuer dans cette démarche-là de 3000 francs, t-shirt, drapeau, vous allez, et puis ces personnes prennent ces images-là, comme si c'était une ONG ou un orphelinat où on a besoin de brandir. Et pourtant, c'est la triste réalité, ce qui se passe. Pourtant, c'est la triste réalité. Les réalité. jeunes viennent pour les t-shirts, les jeunes viennent pour... Ça, c'est compliqué quand même. Il n'y a pas vraiment de prise de conscience au niveau des jeunes. Le bonheur pour nous, c'est que ce message passe. Il y a plusieurs parties de la population qui nous comprennent, surtout à l'intérieur du pays. Parce que Kinshasa, c'est bien beau de se dire, nous sommes ici à Kinshasa, nous bombons le torse au moment où il y a plus de 500 ou 600 partis politiques qui travaillent ici à Kinshasa, mais il faut aller en province. Il faut aller en province. Nous, dans le Congo profond. Dans le Congo profond. Dans le cadre des activités de notre parti politique, moi personnellement, avec le président national et le président de la Ligue de Jeunes, nous sommes allés dans le Grand Katanga. Nous avons fait le Grand Katanga. Nous avons été dans la province du Haut-Katanga, nous avons été dans la province du Lualaba, nous avons été à Kalemi aussi, pour palper un tout petit peu la réalité que vit cette population. Nous avons eu aujourd'hui la chance d'être en contact avec plusieurs jeunes leaders de certains coins de la République démocratique du Congo. Parce que pendant que plusieurs partis politiques se focalisent sur Kinshasa, nous faisons le Congo profond. Parce que la République démocratique du Congo, ce n'est pas seulement Kinshasa. La République démocratique du Congo, c'est aussi l'intérieur du pays. D'ailleurs, Kinshasa, que nous sommes en train d'évoquer ici, posait la question à certains politiques, à certains partis politiques qui œuvrent ici à la République démocratique du Congo, si la dernière fois qu'ils sont allés à Sangamamba, c'était quand? Le discours, il est quoi quand c'était avec les populations? Que non, mais venez à EPCO, nous allons travailler ensemble, nous espérons qu'un jour nous aurons des postes où nous devons prendre conscience du développement de la République démocratique du Congo parce que nous sommes dans des situations assez critiques. Le discours que nous apportons, c'est l'auto-prise en charge. Okay. C'est l'auto-prise en charge, premièrement. Parce que, je veux vous rappeler, je veux vous raconter d'ailleurs une petite anecdote. Nous sommes allés sur terrain vers Zamba Telecom. Vers Zamba Telecom. Nous sommes allés pour essayer de comprendre la réalité que vivent ces personnes-là. Vous vous rendez compte que ces gens-là n'ont pas besoin de quitter leur milieu de vie naturel. Mais ils ont juste besoin d'améliorer leur quotidien. Et pour eux, c'est le quotidien de l'eau, de l'électricité. L'amélioration de leurs conditions de vie ne passe que par trois choses. Déjà, c'est un coin où l'activité liée à la terre est vraiment très poussée. D'abord, l'agriculture. C'est des gens qui labourent la terre, parfois dans des conditions très difficiles. C'est des gens qui n'ont pas accès à l'eau et parfois leurs enfants n'ont pas accès à l'éducation. À l'école. L'état de la route, d'ailleurs, n'en parlons pas. Et pourtant, c'est à Kinshasa. Nous sommes allés, nous avons rencontré un chef, le chef du quartier, autoproclamé chef du quartier, voulu par ce coin de la population, parce que ces gens avaient été exigés que ça soit lui, vu la sagesse, vu le temps passé dans le coin, il connaissait bien le milieu, leur porte-étendard. Le monsieur nous a dit, la dernière fois qu'il a vu un parti politique venir dans ce coin-là, c'était lors des dernières élections. Ça date quand même. Ça date de plusieurs années. Et il a eu de larmes aux yeux, parce que des fois on nous dit, voilà, vous faites du tapage. Vous savez que vous avez suffisamment de moyens, vous venez, vous apportez ce que vous pouvez apporter, c'est de l'orgueil. Ce n'est pas de l'orgueil. Nous sommes africains, nous sommes bantous. On ne rend pas visite à quelqu'un les mains vides. C'est-à-dire, toutes les actions que nous menons sur terrain, nous ramenons ce que nous ramenons, ce n'est pas pour des objectifs purement liés aux élections, mais c'est plutôt une façon de dire à cette personne-là que nous sommes venus vous rendre visite, mais quel souvenir vous garderez de nous? Nous, on peut prendre une photo, on s'est dit, voilà, on a fait une photo avec ces gens-là, mais qu'est-ce qu'eux vont garder? Parce que même l'électricité, dans ce coin-là, il n'y en a pas. Certaines personnes n'ont pas de téléphone portable. Voyez-vous, nous on se dit, on apporte paille, on apporte arrosoir, on apporte des engrais pour permettre à ces personnes d'améliorer leurs conditions de vie. Et d'ailleurs, la plupart des fourrages que nous avons installés dans les milieux périphériques de la ville de Kinshasa, l'accès à l'eau est carrément gratuit. Je suis très d'accord parce que vous parlez agriculture, vous parlez fourrage, je me rends compte que nous faisons recours à la terre. Est-ce que pour vous, là je m'adresse à la personne que vous êtes, politicien que vous êtes, le développement de la République démocratique du Congo, ça passe par les minéraux, ça passe par les taxes ou ça passe par le sol, c'est-à-dire l'agriculture? Parmi les premiers discours du président de la République,
Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, parmi ses premiers discours, il avait dit « C'est le moment de vivre la revanche du sol sur le sous-sol ». C'était déjà un go. C'est-à-dire, c'est parce que les politiques congolais n'ont pas la culture de faire des analyses sur base de ce qui est discours étatique. C'est-à-dire, quand un chef d'État déjà dit que c'est le moment de vivre la revanche du sol sur le sous-sol, il voulait déjà tout dire. Parce que la République démocratique du Congo, nous devons rappeler que nous sommes un pays à vocation agricole. Mais c'est au gouvernement de donner l'impulsion, Exactement. De prêcher par l'exemple. Ensuite, les autres vont suivre. Exactement. Déjà, je veux vous raconter une autre petite histoire. Nous sommes allés dans la province du Congo central. Ces gens-là, qui vivent dans des coins vraiment un tout petit peu reculés, ces personnes-là n'ont pas besoin qu'on les apprenne comment labourer la terre. Ces gens-là n'ont pas besoin qu'on les apprenne comment élever un mouton. Ces gens-là ont juste besoin de leur permettre d'écouler leurs marchandises ici à Kinshasa. Rien que ça. Rien que ça. C'est-à-dire le déplacement, la route. Rien que le déplacement. Parce que naturellement, et puis c'est des produits bio. Nous avons vu des tomates pourrir dans le Congo central ici. Alors qu'à Kinshasa, ou dans d'autres provinces, on en a forcément besoin. On s'est dit, est-ce qu'à Goma aujourd'hui, moi je suis entrepreneur, nous avons l'occasion de discuter avec d'autres entrepreneurs, nous avons des pommes de terre à Goma. Mais parfois, ce qu'ils ont besoin, ce n'est pas seulement les amener des engrais, les amener de la machine. Ces personnes-là travaillent déjà. Parfois, ils ont juste besoin de couler leurs marchandises. D'autant plus que la plupart des gens qui font l'agriculture ici en République démocratique du Congo, pour des besoins de survie. C'est pour des besoins de survie. C'est encore primaire, élémentaire. C'est encore primaire. Ces gens-là le font pour pouvoir nourrir leur famille, pour pouvoir envoyer leurs enfants à l'école. Parfois, la plupart des parents qui sont dans les provinces, leurs enfants étudient ici à Kinshasa. À l'université de Kinshasa, à l'IEC, à l'ESIPA. Et ils font ce commerce-là pour pouvoir permettre à ces enfants-là de pouvoir étudier, pour rendre utile leurs enfants. Voyez-vous? On retient quoi, M. Joe Ilonga, on retient quoi? Qu'au niveau de URCO, vous vous battez plus pour le développement des Congolais? Nous nous battons plus pour le développement du Congolais qui va passer par le Congolais. C'est-à-dire, en tant qu'entrepreneur, je n'encourage jamais le jeu et l'honneur, j'encourage jamais de chercher forcément à travailler dans une banque, travailler forcément... Il faut avoir l'esprit de créativité. Il faut avoir l'esprit de créativité. Je me sers toujours de notre président national, le camarade Simon Ikamba, qui aujourd'hui, c'est un modèle. Notre pays souffre, au-delà de tous les maux que nous connaissons, souffre d'un problème de modèle. Nous avons difficilement de personnes à avoir comme modèle. Aujourd'hui, on peut se dire, voilà, je vous prends comme modèle, mais après, demain, je vois ce que vous faites. Je suis malheureusement, de manière très désagréable, étonné. Aujourd'hui, c'est un modèle. C'est quelqu'un qui a commencé quelque part. C'est quelqu'un qui a vendu le pain. C'est quelqu'un qui a vendu le maïs. C'est quelqu'un qui a vendu l'huile de palme. Et aujourd'hui, c'est quelqu'un qui détient autant d'entreprises, que ce soit dans le secteur... Il s'est forgé. C'est quelqu'un qui s'est forgé. Et nous nous servons de cet exemple-là. C'est-à-dire, on peut partir de zéro pour pouvoir relever les choses. On ne peut pas passer notre temps à dire l'État, l'État, l'État. Mais qu'est-ce que nous faisons dans nos milieux de vie respectifs? Joe Ilonga, je rappelle que vous êtes porte-parole national adjoint du parti URCO, l'Union pour la réussite du Congo. Vous êtes dans votre émission Ecopole diffusée chaque mercredi aux environs de 22h. Toujours Kanakin Télévision, la télé-vérité. La rediffusion, c'est le jeudi, mais cette fois-ci à 11h25, toujours sur la même chaîne. Et puis, vous pouvez nous suivre aussi sur la chaîne YouTube de Kanakin Télévision. Vous êtes dans l'Union sacrée, vous êtes au pouvoir, vous avez évoqué pas mal de problèmes, surtout dans le domaine du développement. Il faut que les choses bougent, changent. En peu de mots, le président Félix a déjà 3 ans et demi. Bientôt, c'est la fin de son mandat. Comment vous avez jugé ce mandat? Le bilan du chef de l'État est satisfaisant. Jusque-là. En tout cas, au-delà des spéculations, des réclamations. Je leur ai dit encore, je crois que je l'avais dit lors de mon intervention première ici dans cette émission, le Congolais a perdu le sens du patriotisme. C'est-à-dire, nous avons atteint un niveau où, même si le chef de l'État disait aujourd'hui que l'on puisse lancer une campagne contre la malaria, il y aura toujours des gens qui vont soutenir des moustiques. C'est un niveau incroyablement désagréable qu'on a réussi à atteindre au niveau de notre pays. C'est-à-dire l'image que certaines personnes donnent de la République démocratique du Congo à l'étranger, c'est que nous sommes un pays qui n'existe pas. Nous sommes un pays où rien ne marche. Mais je me pose toujours une question. Les 70 000 nouvelles unités de l'EPST qui sont en train de percevoir leur salaire pour la première fois,
Ça, c'est rien. Personne n'en parle. Ça, personne n'en parle. Les différents projets qui aboutissent aujourd'hui à des résultats palpables, surtout du point de vue de recettes publiques, personne n'en parle. Donc moi, j'aimerais qu'on... Est-ce que ce n'est pas un problème de répartition? C'est aussi la mauvaise foi en République démocratique du Congo. Le grand travail qu'est en train de battre le président de la République actuellement, c'est le travail de pouvoir poser les bases. Posons-nous la question, dans quel état Félix Tshisekedi a trouvé ce pays? Il a trouvé ce pays dans un état de non-état. Le pays n'existait pas dans quasiment tout le domaine de la vie. Ça n'existe pas. Déjà du point de vue diplomatique, nous avons vu le nombre de risques que le chef de l'État a pris en prenant différents avions pour pouvoir remettre la RDC sur le rail du point de vue diplomatique. Le fruit, nous sommes en train de le voir aujourd'hui, avec différentes visites des personnalités internationales qui viennent ici en République démocratique du Congo. Même si ça tire un peu vers le bas dans le social, où les populations, je dis les populations, je ne parle pas de Kinshasa, continuent à pleurnicher. Le développement est un processus. Remettre un train qui a déraillé dans le rail, c'est un énorme travail, plutôt que de le dérailler. C'est facile de dérailler un train, c'est très facile. Il suffit d'une toute petite erreur du machiniste, le train déraille. Mais remettre le train sur le rail, c'est ce qui est très compliqué. Et c'est le travail que le chef de l'État est en train de faire présentement. Vous êtes d'accord avec ce gouvernement? Comment vous avez trouvé ce gouvernement? Est-ce qu'il faut qu'il y ait remaniement? Il faut que les choses bougent pour essayer de rebooster les choses. Vous êtes d'accord avec si remaniement il doit y avoir, ça ne doit pas être pour le plaisir de 2, 3 ou 4 individus. Déjà, le chef de l'État ne cesse de le dire. Dans sa politique, c'est l'homme congolais qui est placé au cœur de sa politique. C'est-à-dire, tout doit tourner autour du bien-être de la population. Si pour le bien-être de la population, le gouvernement doit être remanié, il n'y aura pas de mal. Si pour le bien-être de la population, ce gouvernement doit être maintenu, je vois également aucun mal. Alors, concernant ce gouvernement, la perfection n'existe pas, nulle part au monde. Il y aura toujours et toujours de problèmes. Il faudrait retenir le point positif. Depuis que le gouvernement de Warriors est arrivé, je prends toujours 2 exemples. Allez-y. Le premier exemple, c'est au niveau du ministère de l'enseignement primaire, secondaire et technique. Je maîtrise très très bien ces ministères. Il y a énormément de choses qui ont évolué dans le sens positif. Déjà, il suffit de faire défiler le micro, votre micro ici à Kadalkin, dans différentes écoles ici à Kinshasa, pour voir quelqu'un qui a fait 8 ans, 9 ans, 10 ans au sein de ces ministères, en train d'enseigner sans percevoir un premier salaire. Ça, c'est au niveau des enseignants. Ça, c'est au niveau des enseignants. Un monsieur qui a travaillé pendant 50 ans, qui a enseigné pendant 50 ans. Déjà à l'EPST, nous le savons, avant l'arrivée du ministre Tony Mwaba, il n'y a jamais eu à l'EPST une mise à la retraite des enseignants. Nous le savons. C'est une réalité que ce gouvernement a trouvée. Mais pour la première fois, les enseignants ont été mis à la retraite. Il fallait être là à Mokengeli pour voir l'état dans lequel se trouvent actuellement certains parents, certains enseignants. Un monsieur qui a fait 60 ans dans l'enseignement, qui a atteint 90 ans, qui continue à aller à l'école parce qu'il s'est dit, si j'arrête d'enseigner, je ne percevrai plus mon salaire et je dois continuer. Est-ce que ces changements, c'est au niveau de Kinshasa ou au niveau national? Mais c'est au niveau national. Déjà, présentement, pendant que nous sommes en train de parler, le ministre Tony Mwaba séjourne à Kananga, où il est allé avec un seul objectif, palper du bout de doigt l'effectivité de la gratuité de l'enseignement. La gratuité de l'enseignement passe obligatoirement par l'amélioration des conditions de vie du personnel enseignant aussi. Et aussi les infrastructures. Parce que les infrastructures aussi. Nous avons de moins en moins des infrastructures de l'État. Mais vous allez, les confessions religieuses. Vous allez peut-être me poser la question que certaines personnes posent avec des idées derrière la tête. Le président Félix Antoine Tshisekedi a construit combien d'écoles? Moi, je réfléchis plus en termes de projet. Oui, justement, je vais y arriver. Quand je vois sur différents plateaux de télévision, certains journalistes posaient la question sur le chef de l'État a construit combien des écoles. Moi, je m'en moque en tout cas. Je me dis, c'est des gens, c'est des personnes qui n'ont pas compris ce que c'est un État. Dans un État, il y a ce qu'on appelle la continuité de l'État. La gratuité de l'enseignement que nous sommes en train de vanter aujourd'hui, ce n'est pas un projet du président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. C'est constitutionnel. C'est-à-dire, il est venu trouver dans la Constitution l'obligation de permettre à ce que l'enseignement primaire puisse être gratuit.
Et il n'a fait que continuer dans cette démarche-là. Même si ce n'était pas préparé. Mais posons-nous, la préparation parfaite n'existera jamais. Le mieux vaut commencer quand même. Cette gratuité de l'enseignement a soulagé des milliers de foyers, ici à Kinshasa en particulier et partout en République démocratique du Congo en général. Posez-vous la question sur combien d'écoles ont été réhabilitées ici à Kinshasa. Posons-nous cette question-là. Exemple unique que je donnerai, Mokengeli à Superlema. C'était dans quel état cette école? En face de cette école, il y avait un lunch bar qui ne permettait même pas à ses élèves de fonctionner. C'est lunch bar qui fonctionnait même la journée. Voyez-vous, le chef de l'État a réfectionné cette école. Faites un tour, allez-y voir. Pourquoi construire de nouvelles écoles au moment où nous avons la possibilité de réhabiliter les différentes écoles que nous avons? Là où vous avez fait l'école primaire, dans quel état l'école se trouve? Ou vous voulez qu'on construise une nouvelle école en détruisant cette école qui existe déjà, ou vous voulez qu'on améliore d'abord l'infrastructure scolaire qu'on a trouvée avant de pouvoir construire? Le ministre Tony Mwawa a lancé un programme, pas d'école sans banc. Il a sillonné et il est en train de sillonner quasiment l'intégralité de la République démocratique du Congo pour pouvoir distribuer des bancs. Moi, j'ai vu dans certaines provinces des élèves, des professeurs, des enseignants utiliser des maniocs séchés comme craie. Des maniocs séchés. Des maniocs séchés comme craie. Alors qu'il y a un budget pour ça. Alors qu'il y a un budget justement pour ça. C'est-à-dire, au-delà d'avoir un budget, mais l'accessibilité aussi, pour accéder à la craie par exemple. Des enfants qui étudient à même le sol. C'est-à-dire, est-ce que nous avons besoin de construire une nouvelle école ou nous avons besoin de commencer d'abord par ce qu'on a trouvé? Ça, c'est la culture qu'on a inculquée aux Congolais. C'est-à-dire, tu trouves une maison sale, je préfère l'abandonner, construire une nouvelle maison au moment où vous avez juste la possibilité de pouvoir améliorer la maison dans laquelle vous vous trouvez et avancer. Donc, le résultat est pratiquement satisfaisant pour vous. Le résultat est satisfaisant. L'IGF peut le témoigner avec l'amélioration de différentes enveloppes, en tout cas en termes de recettes. Même s'il a eu du mal avec M. Tony Mwawa, il y a eu quelques... En tout cas, le mal, oui. Là où vivent les intellectuels, le choc d'idées ne peuvent jamais manquer. Nous sommes dans un État que nous voulons démocratique, nous sommes dans un État que nous voulons prospère. Le débat intellectuel doit exister. C'est-à-dire, moi, je dois estimer que vous avez mal fait. Vous avez l'obligation de me prouver que vous avez bien fait. Si vous avez bien fait, où est le mal? En fait, les gens ne sont pas habitués à voir deux personnes à ce choc frontal d'idées qui permet à la nation d'évoluer. Les gens ne sont pas habitués. C'est pourquoi ça étonne certaines personnes. 3 ans après l'arrivée du président Félix Antoine Tshisekedi, il y a toujours la guerre à l'Est. Et il faut rappeler que pratiquement un mois, les choses se sont encore empirées. Au niveau de l'Est, qu'est-ce qu'on doit faire concrètement? Il y a eu beaucoup de réunions, beaucoup de rencontres entre les chefs d'État pour essayer de mettre de l'ordre au niveau de l'Est. M. Kabila l'a fait, M. Félix est venu. Actuellement, des gens même qui proposent qu'il faut carrément mettre un mur, comme l'a proposé Donald Trump au niveau entre la Mexique et les États-Unis. La frontière mexicaine et américaine. Voilà. Est-ce que ce problème... Comment on trouve en fait, la solution est en train d'être trouvée. Par la guerre. Lorsque le chef de l'État, je vais y arriver. Lorsque le chef de l'État congolais avait dit, je suis prêt à donner même ma dernière goutte de sang pour pacifier la partie est de notre pays, certaines personnes pensaient que c'était un discours politique. Plusieurs personnes sur différents plateaux de télévision ont mal interprété cela en disant que c'était encore une promesse de trop. Mais heureusement que le temps est un grand sage. Aujourd'hui, le temps est en train de nous rattraper. Faire d'un ennemi d'hier un allié, un ami d'aujourd'hui, c'était de la haute politique. C'était de la haute politique et pour certaines personnes, c'était de la lâcheté. Comment on pouvait renouer nos liens avec le Rwanda. On a vu le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo serrer la main au président Paul Kagame. Pour certaines personnes, c'était de la lâcheté. Mais pour mieux comprendre ce qui se passe dans une guerre, il faudrait être sur le front, il faudrait comprendre en fait cette réalité. Le président venait d'arriver au pouvoir. Nous ne sommes pas dans un régime bananière où on vient, on se lève un matin, on se dit bon voilà, on commence à faire ceci, on détruit tout, on casse tout. Non. Il faudrait comprendre ce qui se passe. Et aujourd'hui, en tout cas, la plupart des personnes qui hier avaient une perception négative, en tout cas, de la vision du chef de l'État par rapport à la pacification de l'Est de la République démocratique du Congo, commencent petit à petit à épouser, en tout cas, la volonté ou les idées du chef de l'État. La guerre à l'Est,
Il y a des morts chaque jour. La guerre à l'Est, ce n'est pas une affaire de l'Union sacrée, seule. La guerre à l'Est, ce n'est pas l'affaire de l'Union pour la réussite du Congo, ce n'est pas l'affaire de nos amis de la Mouka seul, ce n'est pas l'affaire de nos amis d'ensemble ou je ne sais quoi. C'est l'affaire de la République démocratique du Congo. Sous d'autres cieux, quand on tue un seul citoyen de ce pays-là, on voit une réaction quasi nationale. L'opposition, la gauche, la droite, se mettre ensemble parce qu'il s'agit des questions liées à la nation. C'est-à-dire, si nous avons une seule occasion de se montrer congolais, c'est maintenant. C'est-à-dire, c'est maintenant que nous devons nous sentir plus congolais. Aujourd'hui, le débat sur l'état de siège n'existe plus. L'état de siège aujourd'hui a démontré à suffisance que ça valait la peine, que ça puisse tarder encore. Même s'il y a beaucoup de justifications encore, il y a toujours des morts et des morts. Bien sûr. On a comme l'impression que les morts que nous sommes en train de continuer à observer, même pendant l'état des sièges, parce que tout ce mouvement-là, c'est des mouvements terroristes. Moi, je suis un fan des séries policières. Je peux vous dire que c'était des réactions normales des terroristes. Un terroriste, quand il se sent menacé dans son coin, dans le milieu où il se disait, où il croyait être son milieu, quand il se sent menacé, il y a toujours de représailles. Et c'est ce que nous sommes en train de vivre dans la partie Est de la République démocratique du Congo. On retient quoi? On fait la guerre au Rwanda ou on construit un mur? L'option de la guerre, vous privilégiez cette option? Tout ce qu'on peut retenir. Avons-nous les moyens? En ce moment, toutes les options sont bonnes. Croyons au gouvernement, croyons en notre président de la République. Mais plus dans la diplomatie. Si diplomatiquement parlant, la solution peut être trouvée de manière ouverte, claire et sincère, parce que le chef de l'État au niveau du Congo-Brazzaville n'a pas mâché les mots, il a dit ouvertement que le Rwanda, nous avons suffisamment de preuves que le Rwanda a réussi à soutenir depuis plusieurs années la plupart de mouvements rebelles, de mouvements terroristes d'ailleurs, qu'il y a dans la partie Est de la République démocratique du Congo. Et il a tapé du poing sur la table pour dire que, voilà, nous, en République démocratique du Congo, nous voulons la paix. En tout cas, si vous voulez la paix, nous allons aller sur le chemin de la paix. Si vous voulez une autre solution que la paix, en tout cas, nous n'aurons pas d'autre choix parce que le seul souci de notre chef de l'État, c'est de permettre aux différents Congolais qui vivent dans la partie Est de vaquer librement à leurs occupations. Mais ça peut prendre un long temps, la guerre. Peu importe la durée, peu importe la durée de la nuit, le soleil finira par apparaître. Vous avez foi? Peu importe le temps, si la solution idéale c'est la guerre, si la solution idéale c'est la diplomatie, si le Rwanda peut renoncer de manière ouverte à soutenir tous ces mouvements rebelles et à mettre fin en tout cas à tout ce que nous sommes en train de vivre, où serait le problème? C'est-à-dire toutes les options sont en train d'être étudiées avec un seul objectif, la paix dans toute la partie Est de la République démocratique du Congo. C'est le vœu de tout le monde qui est la paix ici en République démocratique du Congo. Nous en avons besoin. Nous avons les minéraux, nous avons beaucoup de choses. Nous voulons que ce pays puisse redécoller de très belle manière. Vous êtes bel et bien dans votre émission Ecopole, diffusée chaque mercredi aux environs de 22h10. La rediffusion c'est le jeudi, mais cette fois-ci à 11h. Toujours sur la même chaîne Kanakin, la télé-vérité. L'invité de ce soir, Monsieur Joe Ilonga, il est porte-parole national adjoint du parti URCO, l'Union pour la réussite du Congo. Nous avons parlé de ce grand parti politique très jeune, mais ils ont fait beaucoup d'actions. Nous avons parlé de l'arrivée du président Félix, des avancées. Nous avons aussi parlé de la guerre à l'Est. On espère qu'il y aura la paix. Nous en avons besoin, comme je viens de le dire. La République démocratique du Congo, très, très, très fréquentable. Nous avons un pays. Nous avons le roi qui, ici, ça fait 2 jours, le roi de Belge, plusieurs années après. Et je crois que dans un avenir proche, nous aurons la visite de sa sainteté, le pape, ici en République démocratique du Congo. Personnellement, ça vous dit quoi? Non, mais pour nous, c'est très satisfaisant. C'est-à-dire, quand on approche la population par rapport à certaines choses qui se racontent de manière volontaire, avec une volonté assez explicite de pouvoir nuire simplement aux différentes communications du chef de l'État. Quand on est revenu pour annoncer l'arrivée du roi des Belges, le roi Philippe, quand nous sommes revenus en tout cas auprès de la population pour annoncer l'arrivée du pape, les gens nous ont donné raison. C'est-à-dire, diplomatiquement parlant, l'arrivée du roi de Belge, ça fait du bien. Ça fait du bien. Du point de vue, premièrement, de la visibilité. C'est plusieurs médias internationaux qui ont le regard focus depuis plusieurs jours sur la République démocratique du Congo. Pour ne pas dire seuls les médias belges, c'est tous les médias, surtout européens, qui en parlent. Parce que le roi de Belge, ce n'est pas n'importe qui.
quand il vient ici à Kinshasa, non pas pour une visite éclair, mais pour vraiment passer du temps pour aborder certains sujets. 7 jours. Maximum 7 jours, une semaine plein, pour pouvoir aborder différents sujets, notamment liés à l'histoire commune que nous avons avec la Belgique. Nous sommes sans ignorer que c'est la Belgique qui a colonisé la République démocratique du Congo. Et qu'on le veuille ou pas, nous sommes liés. Nous avons une histoire commune. D'ailleurs, le roi Philippe l'avait dit avant son arrivée ici en République démocratique du Congo. Le roi Baudouin lui a parlé depuis son enfance de la RDC. Il a grandi avec la République démocratique du Congo. L'invitation du président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour lui, c'était une belle occasion de visiter la RDC qu'il avait toujours rêvé de visiter. Vous voyez, du point de vue déjà de la visibilité, la République démocratique du Congo est en train de gagner. Déjà du point de vue aussi de son histoire, la République démocratique du Congo est en train de gagner, parce que on ne peut pas recevoir le roi Philippe sans évoquer notre héros national, Lumumba, sans parler des différents problèmes de la diaspora, et sans nul doute, il y aura aussi des questions liées à l'économie qui seront évoquées. Des questions liées à l'économie. Aujourd'hui, c'est vrai que la Belgique, c'est pas comme le Canada, les États-Unis, la Grande-Bretagne, mais on peut dire que c'est un partenaire fiable avec qui, dans l'avenir, nous pouvons recommencer à retravailler ensemble. Parce qu'il faut rappeler que à l'époque, il y avait une coopération belge au niveau de l'enseignement, au niveau de l'armée, au niveau même des petites et moyennes entreprises. Ça n'existe plus. C'est un partenaire fiable. Ça nous renvoie encore, ou ça me rappelle encore, ce que j'avais dit tout à l'heure, que le président Félix-Antoine Tshisekedi a trouvé ce pays dans un état de non-état. C'est-à-dire, vous avez évoqué certaines coopérations qui existaient à l'époque dans le secteur de l'éducation, dans l'armée, dans le PME, qui n'existent pas. Il n'a pas trouvé. Il est en train de réveiller un éléphant qui dormait. L'arrivée du président belge, la Belgique, c'est aujourd'hui parmi les pays qui sont développés, la Belgique est parmi. La Belgique peut nous apporter énormément de choses dans plusieurs secteurs. Même en termes de lobbying, parce que même en termes de lobbying, l'Union européenne. Même en termes de lobbying aujourd'hui, avoir la Belgique comme partenaire, c'est un grand coup diplomatique que le chef de l'État venait de frapper. Parce que déjà, la Belgique, du point de vue économique, c'est un pays qui peut aussi nous apporter son expérience dans l'armement, dans l'enseignement, du point de vue économique. C'est un pays qui peut nous apporter leur savoir-faire ensemble pour pouvoir développer ces pays. Donc pour nous, c'est une grosse réjouissance, même l'arrivée du pape. Aujourd'hui, il y a combien de chrétiens catholiques dans le monde qui auront le regard braqué sur la République démocratique du Congo? Et le pape ne viendra pas. C'est des actions qu'on doit capitaliser en termes de marketing, en termes de marketing, en termes de visibilité. Kinshasa compte combien de fidèles catholiques? La République démocratique du Congo en compte combien qui vont venir pour accueillir le pape? Le regard de quasiment toute la terre sera tourné vers la République démocratique du Congo. Et diplomatiquement parlant, nous gagnons énormément. L'effet simplement de ramener les gens à connaître un pays en Afrique centrale qui s'appelle République démocratique du Congo, pour nous c'est un pari gagné. Parce que sous d'autres cieux, dans certains pays, certaines personnes ne reconnaissent pas l'existence de la RDC. Du point de vue de la visibilité, pour nous on se dit on a gagné, on gagne énormément avec l'arrivée du pape, surtout avec l'arrivée du roi de Belge qui coïncide avec le mois qui va nous permettre de commémorer le 62e anniversaire de notre accession à l'indépendance. Pour nous on dit c'est symbolique. Le président Félix a pratiquement un mandat, il est en plein milieu de son mandat. Vous pensez qu'il peut à la limite faire un mandat, le deuxième c'est pas trop utile, ou il doit continuer pour terminer un peu le problème et le grand souci de l'homme politique congolais, c'est que nous avons plus de politiciens que des hommes d'État. C'est-à-dire, un homme d'État réfléchit à l'avenir, réfléchit sur la génération qui va venir après. Parce qu'à vous entendre, j'ai l'impression qu'il est en train de reposer les jalons. Ça veut dire, si les jalons sont bien posés, il peut se mettre calmement et laisser aussi les autres. Je dois vous rappeler que c'est un démocrate. C'est quelqu'un qui a grandi, qui a vécu dans la démocratie. C'est quelqu'un qui connaît en fait la démocratie. Si on était dans le domaine de sportif, on allait dire que c'est l'un des joueurs les plus fair-play que nous avons ici en République démocratique du Congo. Il a appris ça de son père, il a appris ça de son entourage, il a appris ça de sa famille, il a appris ça un peu de partout. Voyez-vous, aujourd'hui ça ne servira à rien
de parler élection, au moment où nous avons la possibilité de développer le pays. C'est-à-dire, nous à l'URCO, bien sûr nous sommes ambitieux, mais nous ne souhaitons pas que le discours autour des élections domine sur le discours autour du développement de la population. Ce qui est primordial d'abord. Voilà, c'est-à-dire, en une année et demie, énormément de choses peuvent se passer du point de vue économique. Énormément de choses qui peuvent se passer. Donc on ne va pas gâcher une année pour aborder élection qui va satisfaire simplement. Que les populations ont besoin de voir un changement. On ne va pas obliger à la nation de mettre une pause par rapport aux activités, notamment liées au développement du pays, pour justement se consacrer uniquement à la question liée à l'élection. C'est-à-dire, à un moment donné, il faut qu'on change de discours et surtout notre manière de voir les choses. Aujourd'hui, il faut qu'on réfléchisse. Il y a encore du temps. Élection, oui, il y en aura. Le chef de l'État a bien dit. La volonté du chef de l'État, c'est de pouvoir organiser les élections. Nous avons pris un chemin. Le train de la démocratie est déjà en marche. Il y en aura. Mais seulement, il y en aura sous quelles conditions? Est-ce qu'on doit se soucier à notre conquête du pouvoir ou nous devons nous soucier à la génération future? Pensons à la génération future, pensons à ce Congolais-là de demain. Parce que oui, on peut avoir de belles jeeps, de belles voitures, des immeubles, mais ça sera la seule chose qu'on va laisser à la génération future. Joe Ilonga, je rappelle que vous êtes porte-parole national adjoint du parti URCO. Nous arrivons pratiquement à la fin. En peu de mots, qu'est-ce qu'on peut retenir des 3 ans de Ce qu'on peut retenir par rapport aux différents sujets qu'on a abordés ici, c'est que... qu'il y a de la volonté quand même. Il y a de la volonté politique. Le ministre Tony Mwaba, je préfère parler de lui parce que c'est parmi les ministres que je fréquente personnellement, que je connais la politique, que je connais un peu la volonté de pouvoir changer les choses. Il a dit un jour quelque chose qui est resté dans ma tête, qui restera à jamais gravé dans ma tête. Il a dit... Pour faire de grandes choses, on n'a pas forcément besoin de grands moyens. Seule la volonté suffit. Seule la volonté suffit. Nous, au sein de l'URCO, nous avons manifesté autant de volonté, souffrait de nous voir encore très visibles ici à Kinshasa, parce que le président national, notre parti politique, le camarade Simon Ikamba sera sur terrain dans les jours à venir, dans différentes communes de la ville de Kinshasa, pour des actions de terrain, pour se rapprocher encore un peu plus de la population, pas avec uniquement des objectifs électoraux, mais avec des objectifs dans le souci de vouloir partager sa connaissance avec la population. Et si vous nous voyez distribuer de panne, ne croyez pas que c'est pour gagner de voix ou amadouer la population, mais c'est parce que merci en tout cas pour votre présence ici. Je suis très ravi. Merci. Le plaisir est plutôt de mon côté. J'espère de partager pour une deuxième fois ce plateau avec un aîné. Voilà. Vraiment. Nous courons derrière le temps. Vous savez, la télé, c'est aussi le temps. Je crois qu'on aura le temps d'échanger dans un avenir proche. Merci encore une fois. Rodi Louad était à la caméra, Ouparboul à la caméra, Serge Marcos à la réalisation, avec l'assistance de Laetitia Louvoiseau et de Gaëtan. C'en est fini pour ce soir. La rediffusion, c'est le jeudi à 11h25. Et puis, l'émission continue sur la chaîne YouTube de Kalanki Télévision. Je salue tous les Congolais qui sont dans le Congo profond. Tenez bon, nous sommes ensemble. Allez, merci à toi aussi, Michael Sassa, pour la confiance, mes salutations à tous les amis qui nous suivent depuis London. Je vous salue. Allez, je vous dis bye bye, prenez bien soin de vous.